À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Comment lutter contre les discours de haine sur les réseaux sociaux? Comment éviter qu'ils deviennent un catalyseur, un amplificateur au service des idées les plus nauséabondes? Bonjour Adrienne Charmet, vous êtes porte-parole de la Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. On va commencer avec un tweet d'Olivier Sarrazin qui nous écrit: Internet devenant une quatrième armée, une cyberarmée, ne faut-il pas repenser notre lutte comme si un ennemi nous attaquait? On en est là? Ça me terrifie de lire ce genre de choses. Internet est un outil, c'est pas une armée en tant que telle. Il y a pas c'est pas un ennemi identifié, etc. Internet, c'est ce qu'on en fait. C'est comme si on disait la presse est un ennemi, le papier est un ennemi, la rue est un ennemi. Tout dépend de ce qu'on y écrit, de la manière dont c'est traité, de la manière dont les gens s'expriment ou pas sur Internet. Il y a une question qui est dérangeante, mais ça dépend aussi de la façon dont c'est contrôlé aujourd'hui. Exactement. Est-ce que c'est suffisamment et bien contrôlé? Alors, il y a tout un arsenal législatif qui concerne Internet en France, qui permet de retrouver les auteurs d'un contenu dans un équilibre de coopération et de responsabilité entre l'internaute qui publie un contenu, la plateforme, le site Internet qui va publier ce contenu, les fournisseurs d'accès qui donnent l'accès à Internet et les pouvoirs de police. Justement, on a un tweet de Gérard: les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, savent tout de notre navigation. Pourquoi ne pas les solliciter davantage? Alors, ils sont sollicités Est-ce dans que le c'est cadre... pas eux d'allumer les warnings Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ce soit les fournisseurs d'accès ou les hébergeurs qui surveillent ce qu'on écrit sur Internet, ou est-ce qu'on veut que ce soit la justice et la police qui surveillent ce qu'on écrit sur Internet? On veut surtout éviter que Internet devienne une sorte de cellule de recrutement. Oui, c'est un endroit d'expression publique, comme la rue est un endroit d'expression publique. Dans l'émotion, on pourrait tenter de demander plus de contrôle aux intermédiaires techniques. Ça me paraît un peu dangereux, dans le sens... Est-ce que c'est techniquement faisable? Est-ce qu'il y a des milliards de messages qui sont envoyés chaque seconde? Techniquement, c'est faisable. À chaque fois que vous écrivez un tweet ou vous publiez quelque chose sur Facebook, votre adresse IP de votre ordinateur au moment de sa connexion est tracée à la fois par la plateforme, par le fournisseur d'accès, etc. Donc il y a toujours moyen de remonter. Ça demande une demande au fournisseur d'accès, à l'hébergeur, etc. Mais il y a toujours moyen de remonter. Mais a posteriori. A posteriori. Si on commence à le demander en amont, ça veut dire qu'on est dans un système de surveillance de ce qui s'écrit beaucoup plus lourd. On peut être tenté par cela dans des temps d'émotion comme en ce moment. Ce serait assez dangereux en termes de surveillance générale. On a une question d'Ambroise sur europe1.fr. Où mettons la limite, la barrière qui est celle de la liberté d'expression? On est presque dans la philosophie. On est à cheval entre les questions de sécurité et les questions de philosophie, non là? C'est compliqué. En France, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas d'affirmation positive de ce qu'est la liberté d'expression. Donc, on est dans quelque chose par défaut. C'est permis, sauf ce qui est interdit par la loi. Donc, on pourrait espérer avoir une législation plus précise qui permette de mieux définir ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève d'apologie du terrorisme, etc. Question extrêmement concrète de Max Zéro Limite, toujours avec le hashtag un matin. Internet fait-il office de centre de recrutement? Comme les mosquées l'ont fait, comme la prison le fait, etc. Oui, à partir du moment où les gens se rencontrent, on ne peut pas se satisfaire que les mosquées et les prisons le fassent. Bien donc sûr, on ne peut pas mais satisfaire on ne s'en satisfait pas plus pour le reste. Il y a effectivement des réseaux qui recrutent sur Internet, effectivement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces réseaux sont devenus, malgré eux, les meilleurs alliés des djihadistes? Les réseaux sociaux sur Internet. Les meilleurs alliés, je ne sais pas, sont aussi extrêmement ouverts. Donc ça permet aussi aux enquêteurs de retrouver beaucoup plus facilement que si les gens étaient cachés dans des endroits beaucoup plus secrets. Donc c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que l'anonymat n'existe pas complètement sur Internet, même si beaucoup de gens se cachent derrière. Alors, on arrive au moins à remonter jusqu'à l'ordinateur, ce que vous nous disiez tout à l'heure. L'anonymat est apparent, ou le pseudonymat est apparent. Il faut bien faire la différence entre les deux. Ensuite, il y a des moyens de naviguer de manière beaucoup plus anonyme sur Internet, en chiffrant ses connexions, etc. Ce qui est un droit à la vie privée chiffré, ça veut dire de coder, base. en quelque ça sorte. veut dire qu'on code les connexions. Mais globalement, non, on est assez peu anonyme sur Internet. Adrienne Charmet, Manuel Valls a donné 8 jours hier à Bernard Cazeneuve, son ministre de l'Intérieur, pour lui faire des propositions sur le contrôle d'Internet. Ça peut être quoi, ces propositions? Alors, difficile de savoir, puisque la dernière loi qui concerne tout ça date d'il y a moins de 2 mois, n'est même pas encore rentrée vraiment en application. Probablement accroître la responsabilité des hébergeurs, ce dont on parlait au début, c'est-à-dire leur demander plus de contrôle en amont, ou pénaliser de manière plus lourde la consultation de sites internet terroristes, ce qui pose énormément de questions en termes de contrôle du droit à l'information des citoyens. Aujourd'hui, pardon, Julie, mais que risque celui qui diffuserait des messages d'apologie du terrorisme ?
Alors, si c'est... Celui qui fait de la propagande là, sur Twitter, sur Facebook. Alors, si c'est hors ligne, c'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Si c'est sur Internet, 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende. C'est les premières condamnations qui sont en train de tomber, de la prison ferme quasiment à chaque fois. Mais vouloir contrôler Internet, c'est ce qu'on appelle un oxymore, hein, les mots vont pas ensemble. Internet, c'est le contraire du contrôle. C'est le contraire du contrôle, c'est dans son principe la liberté d'expression, d'information, etc. À chaque fois qu'on va vouloir contrôler Internet, il faut un équilibre extrêmement fin entre le contrôle, la censure au sens strict du terme et le droit individuel à l'expression publique. On peut tous, utilisateurs, signaler un compte douteux sur Twitter ou sur Facebook. Il se passe quoi derrière ? Il y a un vrai suivi ? Alors en général, il y a un vrai suivi. Il y a un regroupement des hébergeurs, gros fournisseurs d'accès qui gèrent tout ce qui est manifestement illicite, ce qui relève de la responsabilité des hébergeurs. Et puis il y a un point de signalement géré par un service de police spécialisé qui est internetsignalement.gouv.fr. C'est important, hein. Internet, c'est quoi les internet-signalement.gouv.fr. D'accord. Qui permet de signaler à la police des comptes qui sont douteux et eux derrière se chargent à la fois de gérer le contenu, de demander le retrait ou pas, et puis de mener les investigations derrière. Donc c'est important. La solution est-elle de fermer certains sites internet contestables ? La majorité des messages qui posent problème sont sur Facebook, Twitter, YouTube. Est-ce qu'on veut fermer ces sites-là ? Non, il est probablement plus important, de faire les enquêtes et de remonter beaucoup plus en amont sur pourquoi est-ce que les gens postent ces messages. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sociétal. D'autant que si on ferme des sites, on se coupe aussi d'une source d'information. On se coupe très clairement de cette source d'information. Aussi, hein. Évidemment. Concernant les enfants, comment on peut faire ? C'est quoi l'idée ? Est-ce qu'il faut restreindre ? Est-ce que ça marche ? On sait que maintenant, il y a des codes, il y a des sites qui ne sont pas accessibles. Ça, c'est de la communication, c'est de la poudre. Il y a effectivement des filtres parentaux qui, je crois, marchent plutôt bien. Après, c'est probablement une question d'éducation, de parler beaucoup avec ses enfants, surtout en ce moment où les informations sont assez terribles. De parler, d'expliquer, de ne pas les emmener n'importe où sur Internet et puis d'être derrière eux sans les surveiller, mais d'en parler avec eux. Une précision d'un auditeur à l'instant, hein, on parlait de fermer éventuellement des sites contestables. Il sera bientôt possible de bloquer ces sites avec la loi antiterroriste qui a été promulguée le 13 novembre dernier. C'est pas encore possible parce que les décrets d'application n'ont pas encore été... Il y a une différence entre bloquer l'accès à un site internet et le fermer. Bloquer, c'est-à-dire qu'on met une barrière entre l'internaute et le site internet. Fermer un site, ce qui est difficile, c'est le faire disparaître. C'est le faire disparaître. Au global, aujourd'hui, en étant un peu malin ou un peu mal intentionné, on peut dire tout et n'importe quoi sur Internet sans se faire avoir ou pas ? On peut arriver à dire beaucoup de choses si on utilise des outils, notamment d'anonymisation. Maintenant, globalement, de toute façon, une enquête sur l'antiterrorisme, elle se base rarement uniquement sur des messages. Si on est vraiment un recruteur ou quelqu'un qui va loin, il y a aussi une enquête humaine derrière sur l'entourage, les réseaux, etc. Donc on est rarement uniquement dans une question d'expression sur Internet. Merci Adrienne Charmé d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Quadrature du Net. Merci, bonne journée à vous.